Imagine que tu vis il y a 80 000 ans. Ta sœur meurt. Tu ne pleures pas, tu ne l'enterres pas. Tu portes son crâne pendant des mois, peint en rouge. Il s'avère que ce n'est pas de la folie, c'est l'invention même de l'humanité. Réfléchissez-y. Pas de cercueil, pas de prêtre, pas de grille de cimetière qui se referme derrière vous. Juste un corps et un paysage. Et une question qu'aucun animal avant lui n'avait posée à voix haute. Que faire de celui qui n'est plus là ? La réponse inventée par vos ancêtres vit encore en vous. Elle redéfinit ce que la mort signifie vraiment, aujourd'hui encore. La mort est la seule expérience qui touche chaque être humain ayant jamais vécu, chaque culture, chaque langue, chaque siècle. Vous perdrez quelqu'un, quelqu'un vous perdra. Voilà la vérité. Votre cerveau n'a pas évolué pour affronter cela seul. Il a évolué au cœur des rituels. Des rituels plus anciens que l'agriculture, plus anciens que les villes, plus anciens même que ce que nous appelons la religion. Contrairement à une idée reçue, les humains n'ont pas inventé les dieux avant d'inventer les funérailles. C'est l'inverse qui s'est produit. Il y a des milliers d'années, bien avant les temples, bien avant les prières écrites, les hommes disposaient déjà les corps et marquaient les tombes. Les études montrent que ces actes précèdent toute croyance organisée que l'on puisse nommer. Le rituel est venu en premier, l'histoire est venue ensuite. Cela compte. Si vous comprenez ce que ces premiers humains ont fait de leur mort, vous comprenez quelque chose d'étrange sur vous-même. Pourquoi vous avez besoin de voir le corps ? Pourquoi le silence lors d'un enterrement pèse plus lourd que le silence ailleurs ? Pourquoi le deuil a une forme et briser cette forme le rend pire ? Vos instincts face à la mort ne vous appartiennent pas seulement, ils sont hérités. Et la plus ancienne sépulture connue brise toutes les hypothèses que vous avez sur nos ancêtres, et sur vous-même. Si vous voulez connaître l'histoire de cette tombe, regardez la suite. Abonnez-vous pour d'autres plongées au cœur des origines de l'humanité. Imaginez une grotte dans les montagnes du nord de l'Irak. Elle s'appelle Shanidar. À l'intérieur, des archéologues ont découvert des ossements de néandertaliens. L'homme fut déposé avec soin sur le côté. Autour de lui, du pollen, non pas au hasard, mais d'aquilées, de bleuets, de roses trémières. Pendant des décennies, les scientifiques se sont demandé si les Néandertaliens déposaient vraiment des fleurs sur leurs morts ou si des rongeurs fouisseurs avaient entraîné le pollen à l'intérieur. Mais le débat lui-même en dit long. Même les sceptiques s'accordent à dire que le corps a été déposé délibérément, par des mains choisies. Rendez-vous maintenant sur une colline en Israël, un lieu nommé Kafzé. Un jeune enfant y fut enseveli. Il y a environ 100 000 ans. Leur corps était saupoudré d'ocre rouge, un pigment obtenu en broyant une terre riche en fer. À proximité, des bois de serre reposaient sur la poitrine de l'enfant. L'ocre rouge apparaît encore et encore dans les tombes anciennes, partout dans le monde, de l'Afrique à l'Europe jusqu'à l'Australie. Personne ne sait exactement ce que cela signifiait. Mais on ne peint pas les corps par accident. Partout dans le monde antique, on retrouve des corps recroquevillés en position fétale, les genoux repliés, les mains près du visage, comme replacés dans le sommeil ou dans le ventre maternel. Des offrandes funéraires apparaissent près d'eux, perles, outils, nourriture. Il s'avère que le soin porté aux morts ne s'arrêtait pas à la mort. Il se prolongeait au-delà, vers un ailleurs. On envoyait quelqu'un quelque part et on envoyait préparer. Mais une grotte sud-africaine change tout. Grotte de Rising Star. Au plus profond d'un boyau à peine assez large pour un humain, les chercheurs ont découvert des centaines d'ossements. Homo naledi, ni sapiens, ni néandertal. Un cousin lointain doté d'un cerveau à peine plus gros qu'une orange. Et pourtant, ces corps sont bien arrivés là. La chambre n'a aucune autre entrée, aucune trace d'inondation, aucun prédateur. L'explication la plus raisonnable, d'autres Homo naledi les ont portés à l'intérieur, délibérément, dans l'obscurité, à travers des passages impossibles. L'itinéraire est si étroit que les archéologues modernes ont dû suivre un entraînement spécial rien que pour y accéder. Prenez un instant pour y réfléchir. Un hominidé doté d'une fraction de la taille de votre cerveau pratiquait peut-être une forme de sépulture rituelle pour ses morts. Les scientifiques estiment que cela repousse l'origine des comportements funéraires bien plus loin dans le temps qu'on ne l'avait jamais imaginé auparavant.
Cela suggère que le rituel ne nécessite pas de cognition moderne. Il s'avère que le rituel lui-même a peut-être contribué à créer l'esprit moderne. Mais l'inhumation n'est qu'une des options inventées par les humains anciens. Certains pratiquaient l'excarnation, en laissant les corps exposés aux vautours et aux intempéries. Les os propres laissés derrière étaient recueillis et conservés. D'autres pratiquaient l'inhumation secondaire, un adieu lent, en 2 étapes. Le corps reposait d'abord dans un lieu provisoire. Des mois ou des années plus tard, la famille revenait nettoyer elle-même les ossements blanchis. Ils les ont peints avec du pigment d'ocre rouge, les ont réarrangés avec soin, les ont enterrés à nouveau, cette fois pour de bon. Et puis vient la pratique qui trouble le plus les lecteurs modernes aujourd'hui. Le cannibalisme. Mais pas celui que vous imaginez, pas le genre agressif digne d'une histoire d'horreur. Le cannibalisme de deuil, manger ses morts comme un acte sacré de pur amour. La raison pour laquelle ils dévoraient leurs morts vous trouble, mais uniquement parce qu'on vous a élevé pour ressentir cela. Prenons l'exemple des Wari d'Amazonie. Jusqu'au milieu du XXe siècle, lorsqu'un être cher mourait, ils le pleuraient pendant des jours. Puis, dans une immense douleur, le corps était rôti et consommé par les proches. Les anthropologues ont consigné une chose qu'aucun manuel n'avait préparée. Les Wari ne célébraient pas, ils pleuraient ouvertement. Ils décrivaient cet acte comme la forme ultime de compassion. Laisser le corps dans la terre froide, c'était l'abandonner. Le garder à l'intérieur, c'était garder l'être aimé tout près, toujours à la maison. Les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée pratiquaient quelque chose de semblable. Les femmes et les enfants en particulier consommaient des parties de leurs proches défunts. C'était un deuil, la mémoire faite chère. Des études montrent que la chimie du chagrin dans ces cerveaux correspondait à la vôtre aujourd'hui. Mêmes hormones, mêmes circuits neuronaux, même douleur. Seul l'acte extérieur, le rituel lui-même, a jamais été différent. Voilà le paradoxe. Ton dégoût n'est pas naturel, il est culturel. Ton cerveau n'est jamais né en sachant cela. C'est enseigné, tout comme d'autres apprennent que brûler, embaumer ou laisser les corps aux oiseaux est la bonne façon. Contrairement à une idée reçue, aucun instinct universel ne nous dicte ce qu'il faut faire d'un cadavre, seulement qu'il faut agir. Ta réaction face à l'endocannibalisme en dit plus long sur le siècle où tu es né que sur les gens qui le pratiquaient. Maintenant, considérez ce qui est arrivé au crâne. Il y a environ 9000 ans, à Jéricho, des gens ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils retiraient les crânes de leurs morts, comblaient les visages vides avec du plâtre, sculptaient des nez, peignaient des lèvres. Ils enfonçaient de petits coquillages dans les orbites, si bien que les crânes semblaient rendre leur regard aux vivants. Puis ils gardaient ces crânes à l'intérieur de leur maison, sur des étagères, sous les planchers. Des ancêtres rendus éternels, comme des portraits. Direction le nord, vers Çatalhöyük, dans l'actuelle Turquie, il y a 9000 ans. Une cité de briques de terre crue. Lorsqu'un proche mourait, la famille l'enterrait sous le sol de sa propre maison, sous le foyer. Des générations d'ancêtres, littéralement sous vos pieds, tandis que vous cuisiniez, dormiez, faisiez l'amour et racontiez vos histoires. Imaginez traverser votre cuisine, sachant que votre grand-mère repose à 15 cm sous vos pieds. La vie normale, à l'époque. Direction l'Est, jusqu'au haut plateau du Tibet, où l'inhumation céleste est encore pratiquée aujourd'hui par les habitants. Le corps est offert au sommet d'une montagne, ouvert et rendu tout entier aux vautours qui tournoient au-dessus. Dans l'ancienne Perse, les zoroastriens érigeaient de hautes tours de pierre, appelées tours du silence, dans exactement le même but sacré. Le corps ne doit souiller ni la terre ni le feu. Il doit être rendu, dissous, au ciel ouvert. Rendez-vous maintenant dans les tourbières du nord de l'Europe, là où des corps émergent de la boue des millénaires plus tard. Des corps extraits de la boue noire 2000 ans plus tard, la peau encore intacte et les visages encore parfaitement lisibles. Des sacrifices, pensent certains archéologues. Des exécutions, soutiennent d'autres. Quoi qu'il en soit, délibéré, chargé de sens, indéniablement humain, chaque culture répond à la mort. Direction l'Égypte, où la momification tentait de vaincre le temps lui-même, les organes retirés, conservés dans des jarres, la peau séchée au natron, des corps enveloppés de lin pour un voyage, non pas pour disparaître, mais pour perdurer.
Chaque culture affrontait un même problème émotionnel. Que faisons-nous lorsqu'un être cher cesse d'être vivant, mais continue d'exister devant nous? Chacun l'a résolu à sa manière. Certains ont conservé le corps, d'autres l'ont rendu à la nature, d'autres encore l'ont transformé en image. Certains l'ont mangé. Mais un seul instinct commun se cache sous tout cela. Il ne pouvait pas simplement s'en aller. Et c'est là que la science devient passionnante. Psychologues et neuroscientifiques ont commencé à se demander pourquoi chaque culture invente des rituels. Pourquoi chaque culture humaine crée-t-elle un rituel pour ses morts? Pourquoi ne pas simplement passer à autre chose et les oublier? Les chercheurs affirment désormais que le rituel est une technologie cognitive, un outil que votre cerveau utilise pour traiter une perte accablante. Quand une personne que tu aimes meurt, ton esprit ne met pas simplement un fichier à jour. Il entre dans une étrange boucle. Tu continues à les attendre. Tu tends la main vers le téléphone. Tu entends leur voix dans une pièce bondée, tout à fait ordinaire. Ton cerveau a construit un modèle d'eux au fil des années, et ce modèle ignore qu'ils ne sont plus là. Le rituel offre à ton cerveau une issue hors de la boucle. Il dit « Voici le début, le milieu, la fin. Regardez le corps, lavez le corps. Portez le corps, couvrez le corps, prononcez les mots, partagez le repas. Chaque action signale aux profondeurs de ton être que quelque chose a changé et que cela a vraiment changé. Les études montrent que les personnes qui partagent des rituels de deuil présentent ensuite un taux de cortisol plus bas que celles qui font leur deuil seules. L'hormone du stress diminue. Le système nerveux s'apaise. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a désormais une forme. Voici une affirmation plus audacieuse que de nombreux anthropologues prennent aujourd'hui au sérieux. Les rituels funéraires pourraient avoir façonné la coopération humaine elle-même dès ses origines. Pour enterrer quelqu'un ensemble, il faut planifier. Pour planifier, il faut partager une intention avec les autres. Pour partager une intention, il faut un langage, ou du moins les germes d'un langage. Le rituel exige le geste, la séquence, l'accord. Les chercheurs pensent que se rassembler autour des morts fut l'un des premiers moments où notre espèce a pratiqué une véritable coopération symbolique. Enterrer les morts, en d'autres termes, nous aurait rendus humains. Pas la chasse, pas le feu, les funérailles. Et cet instinct est toujours vivant en toi. Regarde un enterrement moderne, regarde-le vraiment de près. Un corps préparé et exposé. La famille réunie, des mots prononcés, un repas partagé. Des fleurs déposées, la terre remuée avec soin. Retirez la religion précise, retirez le siècle, et vous assistez à la même chorégraphie que celle exécutée par les Néandertaliens. Les mêmes gestes autrefois observés dans la grotte de Shanidar. Le costume a changé au fil des millénaires. La danse, elle, est restée la même. Mais quelque chose d'autre a changé, et cela mérite d'être nommé avec soin. Au cours des 100 dernières années, quelque chose s'est discrètement déplacé. Surtout dans les pays riches, le corps physique a lentement disparu du rituel. La mort se produit désormais à l'hôpital, loin de la famille. Le corps est emmené rapidement vers un établissement que la plupart des proches ne voient jamais, préparé par des inconnus. Il est souvent invisible, parfois incinéré avant que quiconque n'ait passé un moment de silence à ses côtés. Les funérailles, quand elles ont lieu, peuvent se dérouler autour d'un cercueil fermé, d'une photographie, d'un écran, sans corps. Les conseillers en deuil ont commencé à remarquer quelque chose. Les personnes qui ne voient jamais le corps ont souvent plus de mal à y croire. Le cerveau tourne encore sur son ancien logiciel. Il réclame une preuve incarnée. Sans elle, une part de toi reste en attente. Les psychologues recommandent aujourd'hui ce que les anciens tenaient pour acquis: s'asseoir auprès du corps, toucher la main, prononcer les mots à voix haute. Ne passe pas trop vite sur la réalité concrète de la mort, car ton esprit a besoin de ce fait concret pour enfin avancer. Le mouvement des soins palliatifs, discrètement, redécouvre des pratiques que nos ancêtres reconnaîtraient. Mourir chez soi, la famille présente, du temps après. Laver, vêtir, veiller, non par morbidité, pour la clôture, pour que la boucle ancienne se referme proprement, comme prévu. Votre malaise face à la mort est très récent.
Historiquement, un clin d'œil. Pendant la majeure partie de l'existence humaine, la mort était quelque chose d'ordinaire, visible, prise en charge par des êtres qui vous aimaient. Mourir seul dans une pièce au néon, entouré d'étrangers, est une invention moderne. Ce n'est pas un état naturel. Et il reste une dernière question que les anciens nous ont discrètement laissé à résoudre. Imagine que tu es l'ancêtre. Imagine-toi, dans des milliers d'années, honoré par des inconnus que tu ne rencontreras jamais. Que trouveront de vous les archéologues du futur? Une tombe? Presque certainement pas, si les tendances actuelles se poursuivent encore longtemps. Un crâne avec des coquillages en guise d'yeux? Sûrement pas. Un disque dur, peut-être? Un compte de réseau social qui suggère automatiquement votre visage? Une voix conservée dans une vidéo que quelqu'un a oublié de supprimer? Voilà, discrètement, ce qui reste de toi désormais. Nous sommes, en ce moment même, en train d'inventer quelque chose de nouveau. Des fantômes numériques. Des corps qui disparaissent rapidement, mais des données qui persistent pendant des décennies. Votre présence, après votre mort, ne sera très probablement qu'un fil de messages, un nuage d'images, un chatbot entraîné sur vos écrits. C'est aussi une forme de rituel, mais nous le comprenons à peine encore. Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la manière d'y mettre fin. Quand supprimer? Quand garder? Quand lâcher prise? Une faille rituelle s'ouvre au XXIe siècle. Les anciennes formes s'effacent, les nouvelles ne sont qu'à demi formées. Ta génération, et celle d'après, devra inventer quelque chose. Ton cerveau a encore besoin de ce dont les Néandertaliens avaient besoin. Un commencement, un milieu, une fin. Un geste qui dit « ceci s'est produit, ceci est réel ». Cette personne comptait. La façon dont vous faites votre deuil façonne ceux qui vous survivent. Pas dans un sens mystique, dans un sens très concret, très ordinaire. Ceux qui se souviendront de vous porteront en eux une version de vous, façonnée par le rituel que vous leur aurez transmis. Même aujourd'hui, si tu penses à quelqu'un que tu as perdu, remarque ce dont tu te souviens. Pas de son moment le plus impressionnant. C'est un geste, un repas, un petit rituel, répété. C'est ainsi que les morts restent vivants chez les vivants, pas dans les monuments, dans les habitudes. Les humains anciens l'ont compris avec presque aucun outil et presque aucun mot. Ils portaient des crânes, ils peignaient des os, ils mangeaient leurs morts, ils les enterraient et dormaient au-dessus d'eux. Ils n'étaient pas primitifs, ils faisaient exactement ce que votre cerveau réclame encore aujourd'hui, mais de manière plus honnête. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cet étrange appel sans mots lors de funérailles, sachez que vous n'êtes pas sentimental. Tu es un être ancien, doté d'un logiciel patiemment perfectionné depuis au moins 100 000 ans, et sans doute bien davantage. C'est l'une des parties les plus anciennes de toi, plus ancienne que ton langage, plus ancienne encore que ton nom. Avant de partir, un mystère lié vous attend. Si le rituel a précédé la religion, alors une question bien plus vaste se pose. Pourquoi les humains ont-ils inventé les dieux? Quel vide les morts ont-ils laissé que seul un dieu pouvait combler? Si vous voulez suivre ce fil, regardez ensuite la vidéo sur les raisons pour lesquelles les humains ont inventé les dieux. Elle vous attend. En attendant, j'aimerais vous entendre. Quel petit rituel votre famille garde-t-elle pour un être cher disparu? Un repas un certain jour? Une chanson? Un lieu que vous visitez? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Pas pour l'algorithme, pour la mémoire. Ces petits rituels descendent directement de tout ce dont nous venons de parler. Si des récits comme celui-ci, profonds, silencieux, sur nos véritables origines, vous touchent, abonnez-vous. Il y en aura d'autres. Sur les premiers feux, les premiers mots. La première fois qu'un être humain a levé les yeux vers le ciel, empli d'interrogations. D'ici là, sois doux avec ceux qui sont encore là. Cela aussi